Déjà, pour commencer, faut-il revoir la place des curares au cours du SDRA? Est-ce que cette question est pertinente? Oui, bien sûr, mais pourquoi est-ce qu'on se la pose? Quelques mots de contexte sur l'histoire récente de l'intérêt de l'utilisation des curares au cours du SDRA. Alors, il va y avoir quelques diapos qui vont être redondantes, mais je vais essayer de à chaque fois commenter sur un point un petit peu différent que ce qu'a fait le professeur Jabert juste avant. Donc, brièvement, Accurasis, on l'a vu, c'est 2010, hein, ça vient après déjà certaines études qu'on va revoir juste après sur les bénéfices des curares sur l'oxygénation. Et donc, c'est une sélection de patients, déjà moins de 150 de rapport PO2 sur FiO2, une PEP au moins à 5 cm d'eau, une curarisation de 48 heures, et ça c'est très important, qui est interrompu après avec un protocole de sevrage de la ventilation mécanique qui débute rapidement et une différence en termes de survie au bénéfice des patients qui sont curarisés par rapport à ceux qui ont un placebo, comme le disait le professeur Jalard tout à l'heure, après ajustement sur la sévérité en termes d'échanges gazeux, sur la pression de plateau et sur l'IGS2. Une différence qui a été pas mal discutée parce que d'une part, elle est ténue et d'autre part, elle est tardive. Mais on va voir tout à l'heure que quand on rentre dans les explications physiopathologiques, eh bien, cette différence tardive, elle s'explique probablement. Quand on regarde un petit peu ce qui se passe en termes d'utilisation des curares dans la littérature, dans les études de haut niveau de preuve qui s'intéressent au traitement des patients qui sont atteints d'un SDRA, eh bien on voit que la fréquence d'utilisation, elle augmente dans le temps. Mais que déjà en 2000, ARMA, c'était un tiers des patients qui étaient curarisés. Entre 2000 et 2010, on a à peu près 40-50% des patients qui sont curarisés dans les études qui s'intéressent à la best PEP. Et puis, on a quand même une augmentation forte de cette utilisation après le New England de Papazian en 2010. Et quand vous regardez Prozeva ou encore COVID-ICU récemment, c'est 80-90% des patients qui sont curarisés. Donc, on a quand même là un signe que les curares sont entrés, au moins en Europe, un peu moins en Amérique du Nord, dans le standard des bonnes pratiques, même si la place précise reste encore à discuter. Alors ça, c'est les données de la littérature dans les études de haut niveau de preuve, mais qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie? On aime bien parler de ça aussi. L'UNSAFE, en 2016, les états généraux de ce qui se passe à la fois dans le diagnostic et le traitement du SDRA. Ce qu'on voit, c'est que là, on a des centres Amérique du Nord, Europe, également Asie et Océanie, donc forcément des chiffres d'utilisation moindres qu'en France, par exemple, mais quand même que les curares restent la première thérapeutique adjuvante en termes de fréquence pour les patients qui sont en SDRA sévère en particulier. C'est 40% des réanimateurs qui curarisent ces patients. Donc moi, j'ai envie de dire déjà, le réanimateur, il ne se trompe pas, il sait que quand son malade est grave, eh bien, il se tourne vers le curare parce que il va probablement améliorer la prise en charge de son patient. Alors, évidemment, tout ça, c'est avant Rose. Et comme l'a bien dit Samir Jaber tout à l'heure, Rose nous pousse à nous poser des questions. L'objectif des Américains, c'était de rediscuter, de challenger ce travail d'Accurasis avec un design qui se voulait similaire ou presque. Il y a quelques petites différences déjà sur les critères d'inclusion avec un niveau de PEP à 8. Par contre, le même rapport PF. Et puis, l'autre différence, c'est que dans le bras contrôle, on oppose à la prise en charge curare sédation lourde une sédation légère pour être plus, on va dire, dans ce qui se fait actuellement, dans les bonnes pratiques de peu sédater les patients si on ne les curarise pas pour les laisser faire de la ventilation spontanée. Eh bien, les résultats, unfortunately, comme disait le professeur Jabert, c'est qu'il n'y a pas de différence en termes de survie lorsqu'on utilise des curares dans Rose par rapport à lorsqu'on n'utilise pas de curare. Alors forcément, ces résultats nous poussent à nous dire qu'il faut peut-être rediscuter de la place des curares et les faire descendre dans le niveau de preuve. Je vais essayer de vous montrer le contraire et ça, je vais vous le traiter sur 4 points. Je vais vous faire donc la preuve par 4 qu'il ne faut pas revoir à la baisse ou discréditer l'utilisation des curares au cours du SDR.
Premièrement, plusieurs études en dehors d'Accurasis, avant Accurasis et après aussi, ont prouvé les bénéfices cliniques de la curarisation au cours du SDRA. Déjà, il a été montré que les curares améliorent l'oxygénation. Alors, je sais bien que c'est la mortalité qui nous intéresse avant tout, mais quand même, améliorer l'oxygénation des patients, c'est déjà une bonne chose. Et je vous rappelle ces deux travaux, Guénier et Fourel, 2004-2006. Le design est très important. 48 heures de curarisation, un placebo, puis on arrête. Et regardez, c'est très intéressant ce qui se passe. Eh bien, vous avez ici sur ces figures-là le rapport PaO2 sur FiO2 en fonction du temps. Vous avez ici la période d'administration de la drogue, donc 48 heures de cisatracurium. Et quand vous regardez dans le temps, eh bien, le rapport PaO2 sur FiO2, il continue d'être significativement et largement supérieur chez les patients qui ont été curarisés par rapport à ceux qui ont reçu le placebo. Donc l'effet, il est rémanent après l'arrêt de la curarisation, et ça c'est très intéressant. On y reviendra tout à l'heure quand on parlera de physiopathologie. Dans ces travaux-là, il y avait une tendance à la diminution de la mortalité aussi, et c'est ça qui avait été une partie du rationnel pour faire Accurasis en 2010. Donc, les curares améliorent l'oxygénation. Les curares permettent aussi de libérer plus rapidement le patient du ventilateur. Ça, c'est des données de ventilateur free days d'Accurasis. Et vous voyez que à J28, à J60, comme à J90, eh bien, systématiquement, vous avez une augmentation du nombre de jours vivants sans ventilation mécanique pour les patients qui ont été curarisés par rapport aux patients qui ont reçu un placebo. Quand on regarde de plus près les données de mortalité, ça c'est, je pense, capital. L'effet, il est nettement supérieur dans Accurasis pour les patients qui ont reçu des curares alors qu'ils avaient un rapport PF à moins de 120. Et là, je crois qu'on commence déjà à deviner un petit peu la place qu'il faut donner aux curares, à savoir ne les utiliser que lorsque les patients sont graves et peut-être même plus graves que le rapport 150 qui avait été déjà défini ou édicté dans les recommandations des sociétés savantes d'il y a quelques années. Si on regarde d'un peu plus près la mortalité, en poulant les études et ces méta-analyses que je vous montre là, cette méta-analyse, elle a l'intérêt d'associer à la fois les études du groupe Papazian, donc des believers, on va dire, mais aussi l'étude Rose que l'on a ici, ainsi que d'autres papiers, en particulier un papier chinois. Eh bien, on voit que la mortalité à J28 comme à la mortalité à J90 est significativement moindre chez les patients qui ont reçu une curarisation de courte durée, et ça c'est vraiment un message très important. Dans toutes ces études-là, eh bien, le design il est de celui d'une curarisation de 48 heures. Donc, au-delà d'Accurasis, quand on poule les données, je sais bien qu'il faut être extrêmement méfiant avec les méta-analyses, on a quand même un signal qui nous fait dire qu'on a plutôt envie d'être dans la colonne de gauche que dans la colonne de droite quand on voit ces résultats. Deuxièmement, et c'est le plus important, les curares diminuent les lésions induites par la ventilation mécanique. Et ce n'est pas un hasard hein, si, alors qu'on a préparé évidemment nos topos séparément, eh bien, Samir Jaber et moi, on vous montre le schéma, la figure de Slutsky de 2010, à la nuance près que moi, j'ai choisi de vous montrer ce qui se passe avant la curarisation, et Samir Jaber vous avez montré ce qui se passait après. Mais ce papier-là, pour moi, ça a été vraiment une révélation presque, parce que je crois qu'en le lisant et en regardant cette figure, ça nous permet de faire des curares, non pas de façon dogmatique, en regardant la gazo et en disant on va curariser le patient, mais en comprenant réellement ce qu'on fait. Et je crois que ça, c'est absolument capital. Alors, je vais y passer quelques minutes, si vous me le permettez, de ce qu'il se passe avant la curarisation des malades en SDRA les plus graves, et j'insiste. Tout à l'heure, M. Jaber nous a brillamment montré ce qui se passait avec les asynchronies. Et lorsque ces asynchronies sont très importantes, eh bien, elles vont générer un excès de volume et un excès de pression. Cet excès de volume, il va être à l'origine de lésions induites par la ventilation mécanique, c'est le fameux volotrauma que vous connaissez. Et l'excès de pression va entraîner un étirement, un stretching, qui va faire des dégâts dans l'alvéole pulmonaire, ces lésions de barotrauma, mais aussi, on l'oublie souvent, il y a les vaisseaux à côté. Et donc, il y aura aussi un étirement des capillaires pulmonaires, et cet étirement-là, il va augmenter l'inflammation et la perméabilité capillaire et créer de l'œdème. Donc ça, c'est ce qui se passe à l'inspiration. Et puis, quand on regarde ce qui se passe à l'expiration, et on l'oublie souvent,
lorsque les patients font des efforts expiratoires et qu'ils ont une expiration active, eh bien, ils vont lutter contre la PEP qu'on s'est évertué à titrer savamment et créer de l'atélectroma. Et ces lésions-là, elles sont d'autant plus importantes que le drive, la commande ventilatoire, elle est élevée. Et cette commande ventilatoire, elle est élevée lorsque les patients sont très hypoxémiques, lorsque les patients sont hypercapniques et acides. Et ça, ben, on est bien obligé de le tolérer si on veut être protecteur quand on ventile. Et puis ce drive, il est aussi élevé quand les malades ne sont pas bien sédatés, qui sont anxieux, et puis, du coup, ils hyperventilent. Et tout ceci, pourquoi c'est important? Parce que ça va entraîner du biotrauma, et ce biotrauma, cette inflammation, elle est d'abord locale, puis elle se décompartimentalise, elle devient systémique, et elle va se déverser dans la circulation générale et entraîner des défaillances multi-organes. Et c'est bien souvent de cette défaillance multi-organes que décèdent les patients, plus que d'hypoxémie réfractaire. Aujourd'hui, on les met sous ECMO et on arrive à les oxygéner. Mais par contre, lorsqu'ils commencent à avoir des défaillances rénales, hépatiques, hématologiques, eh bien, ils finissent par décéder et probablement que c'est cet état d'hyperinflammation associé à l'hypoxémie aussi qui crée cette défaillance multi-organes. Et lorsque l'on curarise les patients, encore une fois les plus graves, eh bien, on obtient une diminution de ces vies, du moins, à l'état, au moment de l'état de l'art, quand est publié ce papier et cet édito, ce sont, comme l'a bien dit le professeur Jammer, des hypothèses. Sauf que depuis, il s'est écoulé 10 ans, et qu'en 10 ans, on a démontré que cette hypothèse évoquée par Slutsky, eh bien, elle était réelle. Alors, je vais vous montrer un premier travail qui est un modèle animal. J'ai fait pas mal d'expérimental. Ce n'est pas un modèle que j'ai développé moi, c'est Yoshida, qui est un auteur japonais qui a beaucoup travaillé sur des modèles expérimentaux de SDRA. Et je trouve que ce papier-là est extrêmement... Oui. C'est bon? Très bien. Donc, je disais que ce travail-là, il est très bien fait et très intéressant. Vous voyez, donc c'est un modèle de SDRH chez le lapin. Et il y a 4 groupes d'animaux. En fait, il y a des animaux qui ont des lésions peu sévères, ces lésions mild, et puis des animaux qui ont des lésions sévères. Et puis, à l'intérieur de chaque groupe, soit on les curarise, soit on les laisse faire de la ventilation spontanée. Et sur cette figure, vous voyez que vous avez le temps, donc il y a quelques heures, 4 heures de recul, et puis vous avez la pression transpulmonaire en fin d'inspiration. Donc on sait que la pression transpulmonaire à l'inspiration, il faut essayer de viser 20-25, et qu'au-delà, eh bien, on a des lésions induites par la ventilation mécanique. Eh bien, regardez, c'est très joli. Quand vous avez des animaux avec des lésions peu sévères qui font de l'AVS, pas de problème, on a ces courbes de PTP qui restent dans des ranges acceptables. Quand vous avez des animaux qui ont des lésions sévères et qui ont une curarisation, donc c'est SB-, eh bien vous voyez que la courbe elle est également avec les autres à des niveaux de PTP qui sont maîtrisés. Et puis regardez ce qui se passe avec la courbe rouge. Quand les animaux sont fortement lésés et puis qu'on ne les curarise pas et puis du coup qu'ils font des grands efforts inspiratoires, eh bien on a très vite une élévation incontrôlée des pressions transpulmonaires à des niveaux qui ne sont plus protecteurs en termes de ventilation mécanique. Je m'excuse, je n'arrive pas à passer à la diapo suivante. Ah, excusez-moi, c'est bon. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc, le message de cette diapo, c'est SDRA sévère et VS importante, eh bien, égale élévation non contrôlée de la pression transpulmonaire. Deuxième phénomène, et ça a été discuté très récemment, c'est le reverse triggering. On a tendance à dire que lorsqu'un patient est sédaté correctement, non curarisé, eh bien, tout se passe bien et qu'à la limite, on n'a pas besoin de lui mettre des curares. Regardez ce qui se passe dans ce travail-là. Vous avez des patients en SDRA modéré à sévère, un groupe sédaté, un groupe non sédaté. Alors bon, c'est un petit effectif de patients parce que c'est des enregistrements continus des courbes du ventilateur et de la pression œsophagienne. Bien, dans ce papier-là, les auteurs ont montré que régulièrement, vous avez à droite, donc lorsque les patients ne sont pas curarisés, un cycle ventilateur. Ce cycle ventilateur, il est à l'origine d'une contraction réflexe du diaphragme, un peu l'inverse de ce qui se passe habituellement. Et cette contraction réflexe du diaphragme, elle-même, forcément, eh bien, elle entraîne un cycle ventilateur surajouté. Et c'est comme ça que vous vous retrouvez avec la sommation de volume et de pression transpulmonaire. Et dans ce papier-là, ils avaient regardé que sur une douzaine d'heures, il y avait plusieurs dizaines de passages de reverse triggering où le patient, à l'insu de tous, parce qu'on n'est pas en permanence en train de regarder le ventilateur, avait
des pressions transpulmonaires très élevées et probablement qu'ils faisaient du barotrauma et du volotrauma sans que le réanimateur en soit conscient. On a vu tout à l'heure que Slutsky évoquait un phénomène de recrutement chez les patients qui n'étaient pas curarisés. Est-ce que ce constat-là, il a été fait dans les études? Je vous montre ce travail de Gervili en 2017 qui compare l'évolution du PF et de la pression transpulmonaire, cette fois-ci à l'expiration chez les patients qui sont curarisés ou qui ne le sont pas. Sans surprise, vous avez encore une fois un bénéfice sur l'hématose. Les malades curarisés, c'est les malades en hachuré, là, en grisé. Donc, au cours du temps, qui ont une amélioration du rapport PO2 sur FiO2 par rapport aux patients qui ont un placebo. Et puis, regardez ce qui se passe en pression transpulmonaire à l'expiration. Les patients curarisés ont plus souvent une pression transpulmonaire positive. Or, on sait qu'il y a quelques travaux, Talmor en particulier, qui ont montré qu'il y a une amélioration de l'oxygénation et une tendance à l'amélioration de la survie lorsque l'on a une pression transpulmonaire qui est supérieure à 0, donc une PEP réglée en fait qui est supérieure à la pression œsophagienne à l'expiration. Donc encore une fois, la démonstration qu'il y a des effets bénéfiques sur le VD à l'inspiration mais aussi à l'expiration. Troisièmement, et là je prends un peu le contre-pied, parce que c'est très important de parler de neuromyopathie, les curares ne sont pas responsables à eux seuls d'une neuromyopathie acquise en réanimation. Très souvent, les curares ont mauvaise presse, à juste titre, parce qu'on les accuse d'entraîner des neuromyopathies, qui est l'ennemi du réanimateur et du patient, parce que ça prolonge la durée de ventilation mécanique, le séjour en réanimation et donc toutes les complications. Alors, encore une fois, appuyer sur deux méta-analyses, mais ces méta-analyses, je trouve intéressant de constater qu'elles incluent des études de groupe Believer, mais aussi de Pétale, donc de Rose, où l'on voit que dans ces deux méta-analyses, on n'a pas de différence significative sur la survenue de neuromyopathie acquise en réanimation pour les patients qui ont eu une utilisation modérée, c'est-à-dire 48 heures de curarisation, et ensuite arrêt de ces curares et facilitation du sevrage ventilatoire. Et ça, je crois qu'on peut très très bien le résumer en faisant le constat suivant, c'est que lorsque l'on utilise des curares non stéroïdiens et qu'on limite la durée de curarisation, donc c'est ce qui est fait dans les études comme Accurasis, aussi dans Rose, hein, eh bien on n'a pas de surrisque majeur de neuromyopathie. Mais que, évidemment, lorsque l'on a des patients qui sont curarisés, a fortiori avec un curare stéroïdien, qui reçoivent des corticoïdes, et donc warning là, par exemple, chez les patients Covid, qui ont la dexaméthasone, qui ont en plus des troubles métaboliques, donc un mauvais contrôle de la glycémie, qui sont acides, qui sont en plus immobilisés longtemps, donc qui ne bénéficient pas d'une kinésithérapie active, et puis forcément les malades les plus sévères qui vont cumuler tous ces facteurs de risque-là, alors là, oui, clairement, on est avec un risque de neuromyopathie. Donc là, c'est vraiment un argument pour dire qu'il faut essayer d'arrêter dès que possible la curarisation, mais que utiliser des curares de façon mesurée n'est pas responsable en soi d'une neuromyopathie plus importante que chez les patients qui ne sont pas curarisés. Et puis, le dernier point, le quatrième point, c'est de dire qu'on a deux études qui, en apparence, donnent des résultats contradictoires, Accurasis et Rhodes, mais qui, au final, quand on sait lire entre les lignes, n'évaluent pas tout à fait la même stratégie, et même pas du tout, à mon avis. Pour ça, je vais vous faire une comparaison en 3 points, qui me semblent majeurs. Le premier point, c'est le délai d'inclusion. Dans Accurasis, on a un délai médian d'inclusion de 16 heures entre le recueil des critères d'inclusion et l'inclusion réelle. En clair, le délai médian entre le début de la ventilation mécanique et l'inclusion dans l'étude, c'est-à-dire la curarisation au placebo, c'est 22 heures dans le groupe Cisatra et 21 heures dans le groupe placebo. Donc, ça laisse un peu de temps. Dans Rose, ce délai est très court. Ce délai est très court, vous voyez, 7 heures de délai médian entre le diagnostic et l'inclusion dans l'étude. Pourquoi ce délai est très court? Parce qu'en fait, les auteurs voulaient inclure, et d'ailleurs, ils ont très bien inclus, on a vu que la puissance est très importante dans Rose, et donc, pour inclure, il fallait très très vite screener et randomiser les patients. Et il y a même des patients dans Rose qui sont inclus dès le SAU. Alors, là, le corollaire, c'est que
on est en droit de se poser la question de l'optimisation, de la sédation. Ça, c'est un truc qu'a dit le professeur Jalbert juste avant, et donc il m'a servi un argument. C'est sûr que si on prend un patient, on l'intube, il est à peine sédaté, et que tout de suite on se rue sur le pouce-seringue de Cisatra, mais forcément, là, probablement qu'on a curarisé un patient qui en aurait pas eu forcément besoin. Et nous, dans le service, on observe toujours, évidemment, sauf pour les patients les plus graves, une période d'optimisation d'au moins 6 à 12 heures avant de dire non, mais là, on va curariser ce patient. D'abord, on va essayer d'optimiser, un, la sédation et deux, les réglages du ventilateur. Et secondairement seulement, si on est confronté à une ventilation pas protectrice ou une hypoxémie profonde, on va penser curare. Le deuxième point majeur, c'est le réglage de la PEP. Les deux études n'utilisent pas le même algorithme de réglage. Accurasis, c'est la table d'ARMA, qui fait correspondre FiO2 et PEP. ROSE, c'est un autre algorithme, là aussi une correspondance FiO2-PEP, sauf que c'est l'algorithme de l'étude alvéolibre à haute PEP. Et donc, en clair, si vous voulez augmenter votre FiO2 de 50 à 60% dans le bras Accurasis, vous mettez la PEP à 10, dans le bras ROSE, vous mettez la PEP à 20. Et je crois que là, il faut quand même relire les résultats en termes d'événements cardiovasculaires qu'a très justement pointé Samir Jaber tout à l'heure, à la lumière du réglage de la PEP. Parce que ce n'est pas pareil que de mettre la PEP à 10 chez un patient ou de la mettre à 20. Ben forcément, s'il a un cœur droit, s'il est un peu vide, ça va mal se passer au niveau hémodynamique. Donc, je voulais quand même introduire cette petite nuance-là quand on regarde les effets secondaires en termes cardiovasculaires. Et puis le troisième point qui, à mon avis, est majeur, c'est l'utilisation du DV. Accurasis, c'est un peu moins de 30% d'utilisation du décubitus ventral, mais on est à l'époque où on n'a pas encore eu Prozeva, où le niveau de preuve est encore en train de se construire sur le DV. ROSE, c'est 2019, et regardez l'utilisation du DV. De J0 à J2, c'est un peu moins de 12% dans le bras contrôle et 13,6% dans le groupe Cisatra. C'est assez étonnant. Enfin, c'est pas très étonnant puisqu'on sait que les Nord-Américains sont très méfiants vis-à-vis du DV. Même quand on regarde jusqu'à J28, on monte péniblement dans le groupe Cisatra à un peu moins de 17%. Alors que là, quand même, le niveau de preuve, autant sur les curares, il est très débattu. Sur le DV, il y a quand même un consensus à la fois sur les recos de la SRLF, les recos de la SFAR et les recos de l'ATS. Alors la différence étant sur le cutoff, puisque les Nord-Américains positionnent le DV à moins de 100 de rapport perf, mais quand même, on est en droit de se dire qu'on a très peu de patients qui reçoivent du DV dans ROSE, et ça fait réfléchir sur les résultats. Ce d'autant que quand on regarde de près les résultats de Prozeva, dont le bénéfice en termes de DV sur la survie est quand même assez fort, eh bien, regardez, vous avez 80 à 90% des patients qui sont également curarisés dans chacun des deux groupes. Du coup, on est en droit de se demander qu'est-ce qui revient au DV seul ou qu'est-ce qui revient à la synergie DV-curare. Je crois que là, c'est une question cruciale qu'il va falloir se poser dans l'avenir. Alors, pour synthétiser et essayer de donner des messages clairs et répondre à la question, est-ce qu'il faut revoir la place des curares dans le SDRA? Ben, tout dépend de la place qu'on leur donne. Si on considère que la place des curares, c'est curariser tout de suite les patients, quel que soit leur niveau de gravité ou presque, sans être caricatural, ne pas faire ou faire très peu de DV, et puis curariser le lundi et puis revenir voir le malade le jeudi, eh bien, oui, là, oui, il faut les revoir à la place des curares, et comment, j'ai envie de dire. Mais si notre attitude aujourd'hui, c'est lorsque l'on utilise des curares, de les utiliser tôt, mais une fois qu'on a réglé correctement le VT à 6 ml kg, réglé la PEP en regardant les bénéfices sur l'hématose et les effets secondaires éventuels cardiovasculaires, régler correctement notre sédation, et puis monitorer notre pression plateau, tout ce que vous savez faire aussi bien que moi, si on sélectionne les patients les plus graves, peut-être qu'il faut revoir le cut-off à la baisse, à 120. Si on fait du DV aussi et surtout, si on les curarise pas longtemps et qu'on rediscute d'arrêter le Cisatra, peut-être même avant les 48 heures, on pourra en rediscuter, on va probablement en rediscuter après. Et puis, si on les laisse faire de la ventilation spontanée dès qu'on arrête les curares, dès qu'ils vont mieux pour faire travailler le diaphragme et limiter les atélectasies des zones dépendantes, alors là, je crois qu'on a tout compris et qu'il n'y a pas besoin de revoir la place des curares dans le SDRA. Je vous remercie de votre attention.